Il va bien falloir qu'on fasse une réforme. Et simplement repousser dans le temps la réforme en disant on verra plus tard, désolé, mais malheureusement, c'est pas une solution. L'insatisfaction du patronat ce matin alors que le gouvernement n'exclut pas de repousser l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Explication, réaction de la CPME à suivre. Des mots étonnants encore, ceux de Donald Trump au sujet de la situation en Syrie. Et il y a beaucoup de sable avec lequel ils peuvent jouer, ou comment le président américain prend ses distances avec l'affrontement en cours entre Turcs, Kurdes et Syriens. Des analyses anormales et l'inquiétude des pompiers de Rouen. Explication d'un toxicologue dans un instant. Des ventes déjà en baisse et des médecins qui jettent l'éponge. Enquête Europe 1 ce matin sur les premiers effets du déremboursement de l'homéopathie. Ce ne sera pourtant qu'en 2021. Il raffole des flocons d'avoine et déteste la lumière. Ce n'est pourtant ni un animal ni une plante. Voici le blob. Il est présenté aux Zoo de Paris ce week-end. Ça a l'apparence plus ou moins d'une feuille de chou. D'une très belle feuille de chou qui s'étale. Couleur jaune, verdâtre par moment, mais là il est vraiment jaune. Beaucoup de suspense. Ce sera la fin du journal. Il est 7h01. Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais. Comment faire accepter la réforme des retraites? Le dilemme du gouvernement alors que la Fronde s'organise avec une grande manifestation annoncée hier pour le 5 décembre prochain. Les pistes de réflexion sont donc lancées. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Directeur de la rédaction des Échos. Votre éclairage tous les matins et vos révélations même aujourd'hui sur le plan B du gouvernement pour cette réforme. Oui, qui consiste tout simplement à différer l'application de la réforme dans le temps. Vous savez, c'est efficace comme technique. On l'a vu avec la réforme du statut des cheminots qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux entrants. La réforme ne change rien pour ceux qui sont en place. Efficace pour désamorcer les critiques. Et c'est donc cette idée qui est évoquée dans un document de travail transmis par le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye aux partenaires sociaux. La première génération concernée par la bascule dans le futur régime à points ne serait plus celle née en 1963, celle qui aura 62 ans en 2025. Cette bascule pourrait être repoussée aux générations postérieures, dit ce document. Et au final, la réforme pourrait même ne concerner que les nouveaux entrants sur le marché du travail. Alors oui, ce qui voudrait dire dans cette hypothèse extrême qu'elle ne s'appliquerait que pour ceux qui commencent à travailler après le vote de la réforme. Bref, ça décalerait son application de plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, il ne s'agit là que de pistes de travail. On pourrait imaginer par exemple que la réforme soit repoussée pour certains régimes seulement, la RATP par exemple, mais pas pour tout le monde. Ce qu'il faut retenir, pour reprendre ce qu'avait dit Édouard Philippe début septembre, c'est que le gouvernement n'a pas de tabou. Il est ouvert à beaucoup de choses et surtout à tout ce qui permettrait d'éviter un embrasement contre sa réforme, quitte à ce qu'elle soit repoussée très loin dans le temps. Les informations de Nicolas Barré ce matin, directeur de la rédaction des Échos. Merci. C'était l'éclairage écho avec la banque Kolb pour ceux qui entreprennent au cœur du territoire. Banque Kolb, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord. Et on poursuit sur ce sujet d'un possible report de la mise en œuvre de la réforme des retraites avec la réaction de Jean-Hugues Duménil, le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il va bien falloir qu'on fasse une réforme. Et simplement repousser dans le temps la réforme en disant on verra plus tard, désolé, mais malheureusement, c'est pas une solution. Le plus grave au milieu de tout ça, c'est qu'on voit se dessiner entre les lignes une troisième voie qui consisterait à rentrer cette réforme en application dès 2025 pour les salariés du secteur privé, et les salariés du secteur public et des régimes spéciaux verraient l'application de la réforme reportée au calendrier grec. Ça serait quelque chose de tout simplement inacceptable. Ça veut dire à ce moment-là que le gouvernement renonce à faire une véritable réforme des retraites et qui s'inscrit dans la continuité de ce qui était fait précédemment, où on prenait certaines mesures et petit à petit on rognait sur le système des retraites. Le secrétaire général de la CPME joint par Hélène Terzian pour Europe 1 et le patron du syndicat Force Ouvrière sera l'invité tout à l'heure du journal de 8h. Europe 1, il est 7h04. Pas de stigmatisation, pas de division. Le message d'Emmanuel Macron hier soir après 3 jours de polémique sur le port du voile. Point de départ de l'affaire, une sortie scolaire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté au cours de laquelle une maman voilée a été prise à partie par un élu du Rassemblement national. Elle va porter plainte aujourd'hui et demain, notamment pour provocation à la haine raciale. Dans la foulée de cette affaire, certains élus ont demandé l'interdiction du voile lors des sorties scolaires. Mais ce genre d'incident est-il si courant? Élément de réponse avec Virginie Riva pour Europe 1. Au ministère de l'Éducation nationale, il n'y a aucune comptabilité sur le sujet. On explique que dans 95% des cas, tout se résout à l'amiable. La pratique a été autorisée par le Conseil d'État en 2013. Les parents d'élèves ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité qui incombe aux agents publics. Mais il y a les cas conflictuels. Exemple, un chef d'établissement peut décider de ne pas accepter une mère voilée lors d'une sortie scolaire en cas de tension créée entre parents d'élèves, ou bien si le comportement de la mère voilée relève du prosélytisme religieux, ou encore s'il considère que l'activité
l'activité de la sortie n'est pas compatible avec le port du voile. Face à ces situations, et en cas de doute, les personnels de l'éducation nationale peuvent aussi appeler l'Observatoire de la laïcité. Des appels qui sont rares, mais à chaque fois, l'Observatoire rappelle le droit. Quand ça se passe mal, le défenseur des droits va être saisi par des maires ou des associations religieuses. Entre 2018 et 2019, il a reçu une dizaine de saisines, notamment de mères se sentant victimes de discrimination après avoir été écartées d'une sortie parce qu'elles portaient le voile. Les précisions de Virginie Riva pour Europe 1. Face à l'offensive de la Turquie en Syrie, Donald Trump a voulu montrer hier sa fermeté. Mais au final, ce sont ses manières bien peu orthodoxes qui se retrouvent pointées du doigt. Après qu'une écrasante majorité d'élus de la Chambre des représentants, républicains compris, ont voté contre sa politique en Syrie, le président a nié avoir donné le feu vert à l'offensive turque en retirant ses troupes. Et pour le prouver, il a évoqué une lettre puissante envoyée au président turc il y a une semaine, lettre révélée ensuite par les médias américains et dont on retient surtout la forme. Aux États-Unis, pour Europe 1, Xavier Yvon. Ne jouez pas les durs, ne faites pas l'imbécile. Voilà comment le président Trump tente de convaincre le président Erdogan de ne pas massacrer des milliers de personnes. C'est écrit noir sur blanc sur du papier à en-tête Maison-Blanche. Pourtant, 3 jours avant cette lettre, les chefs d'État s'étaient parlé au téléphone et ils s'étaient mis d'accord. Retrait des soldats américains en Syrie pour laisser la place à l'invasion turque. Finalement, Donald Trump écrit à son homologue qu'il faut trouver un bon accord. Sinon, le président américain menace de détruire l'économie turque. Et il prévient le président Erdogan, l'histoire le verra comme le diable si les choses se passent mal. Le langage est tellement peu diplomatique que les journalistes américains incrédules ont dû vérifier l'authenticité de la lettre auprès de la Maison-Blanche. Hier, Donald Trump s'est montré tout aussi familier pour dire finalement à quel point il se lavait les mains de la guerre entre Turcs, Syriens et Kurdes. Il y a beaucoup de sable là-bas, il dit. Ils ont beaucoup de sable avec lequel ils peuvent jouer. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Et aujourd'hui, le vice-président et le secrétaire d'État américain doivent rencontrer le président turc qui, dès hier, a rejeté tout cessez-le-feu. De bons progrès, le travail se poursuit. Les mots du négociateur de l'Union européenne hier soir au sujet des discussions sur le Brexit à Bruxelles, sommet européen ce jeudi. Europe 1. Et 3 semaines après l'incendie de Lubrizol à Rouen, des pompiers qui s'inquiètent. Résultat d'analyse anormaux pour 6 d'entre eux. Le journal de 7h continue dans un instant. Il est 7h08.